Bonjour, chers amis de l'Aslix et bienvenue dans votre émission Randop que j'ai le plaisir de vous présenter avec Agibou Diallo. Agibou, bonjour. Bonjour Rokia, très content d'être là pour ce round-up. Cette semaine donc, nous avons sélectionné 3 sujets d'actualité que nous allons essayer d'analyser ensemble. Alors, guerre nucléaire, ne l'espérons surtout pas, même si il faut l'avouer que la situation va de mal en pire et de surenchère en surenchère, et tout porte à croire que aucun des deux camps n'entend se donner un temps de réflexion pour donner au dialogue une possibilité pour dénouer la situation, puisque ils sont nombreux les leaders européens aujourd'hui, comme Jean-Luc Mélenchon par exemple, a appelé à une conférence internationale sur les frontières. Parce que depuis la guerre en Yougoslavie, le monde n'a de cesse de connaître des guerres euh, qui sont liées justement à ces problématiques-là, où on a vu comment la Somalie, par exemple, est devenue un no man's land. Le Kosovo, c'est un État qui n'est pas reconnu par tous les pays. On voit ce qui se passe au Yémen. Donc, bref, donc il y a une démultiplication de ce type de conflits à l'échelle du monde qui mérite, comme le disent certains leaders, dont Jean-Luc Mélenchon, de convoquer une conférence internationale sur la question des frontières. Sans quoi, je pense que il y a un risque de guerre nucléaire, cela va sans dire. Et Henry Kissinger l'avait dit au moment du conflit syrien, à l'endroit et il avait expressément nommé la Russie, qu'il n'est pas exclu qu'on en arrive avec la Russie à une guerre nucléaire. Donc j'espère qu'on n'y arrivera pas, mais la tentation de céder à cette occurrence, à la survenue de cette occurrence aujourd'hui, se confirme de plus en plus. Et en fait, il y a la question du pont, il y a la question des pipelines, Nord Stream 1 et 2. Et sur cette question précisément, Nord Stream, les Sud-Suédois, puisque l'accident est survenu en eau suédoise, ont entrepris d'ouvrir une enquête sans y associer et la Russie et l'Allemagne, qui étaient les principaux bénéficiaires ou en tout cas les principaux acteurs à qui profitait cette infrastructure-là. Et dans la formulation du communiqué des Suédois, ça saute aux yeux que cette enquête, elle est réservée à leurs alliés, c'est-à-dire aux Américains. Donc tout ça participe aussi à envenimer la situation. Ça ne règle pas le problème. Les Nations Unies doivent se saisir de ce problème-là et qu'il y ait un arbitrage international autour de cette enquête qui est le véritable coupable de cet acte de sabotage-là. Quelle en est la finalité? Et à partir de ce moment-là, je pense que on pourra situer les responsabilités effectives par rapport à ceux qui sont derrière toute cette machination-là. À qui profite le crime aujourd'hui? L'on est tenté de se poser la question, même si à l'observation des faits, il se dégage que c'est une guerre larvée entre l'OTAN et la Russie par rapport à des pouvoirs de domination et de subordination atlantistes. Et cette fois-ci, c'est pour parler de la démocratie en interne au sein des formations. L'AFP, à la tête de laquelle nous avons les exemples de Moustapha Niasse, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Sa succession se pose, il y a d'éventuels candidats, dont Mbaye John, Pape Sagna Mbaye, Alunsa, etc. Et c'est pareil pour le PS après Tanor Dieng. Le successeur reste à être désigné. Oui, c'est vrai que c'est un problème
qui se pose dans ces partis-là depuis bientôt 30 ans. La question n'est pas nouvelle. Moustapha Agnès, si ma mémoire ne me trahit pas, ça fait la peut-être 5e fois qu'il annonce un congrès de renouvellement lors duquel il passerait le témoin aux jeunes et aux femmes. Mais c'est devenu une sorte de figure de style, plus que même une profession de foi. C'est Ousmane Ngom qui disait de Wade, à travers une lettre ouverte qu'il lui avait adressée en 1998, au moment de leur séparation, si j'ai bonne mémoire, que vous parlez en démocrate et agissez en autocrate. Et je pense que cette formule peut s'appliquer à tous les leaders politiques, de partis politiques au Sénégal, sans exception. Cheikh Bamba Dièye, ça fait 20 ans qu'il est à la tête de son parti. Même Mamadou Lamine Diallo avec Mouvement Tekki depuis 2007, c'est le seul qu'on connaisse. Idrissa Seck, il est à la tête du Rewmi depuis 2007. De ces partis-là, on n'en entend pas parler de congrès. On n'entend même pas parler comme on ne voit aucune activité qui donne à voir qu'il y a une animation et une vie de parti. Donc, ce sont des cartels, in fine, avec un leader entouré de ses groupies, de son troupeau, et qu'il monnaie avec l'État central ou le parti majoritaire, comme c'est actuellement en train de se passer au niveau de Benno Bokk Yakaar. Moustapha Agnès, s'il devait partir, pourquoi avoir accepté le poste de haut conseil auprès du président? Quelle est la feuille de route? Auprès de qui? Conseiller du président, auprès de qui? Auprès de quoi? On ne sait pas. S'il continue, c'est qu'un deal politique pour maintenir les troupes, justement, par rapport à l'éventualité de la troisième candidature de Macky Sall. Il ne faudrait pas que ces partis-là aient des scissions. Le même problème se pose au niveau du Parti socialiste, à la différence que Ousmane Tanor Dieng arrivait un temps soit peu à avoir la pleine maîtrise de l'appareil du parti et donc décider des alliances et des cadres dans lesquels le parti évoluerait, tout comme l'est actuellement Moustapha Agnès pour l'AFP. Mais le Parti socialiste, aujourd'hui, a un problème de leadership éclaté parce que ni Aminata Mbengue Ndiaye ni Serigne Mbaye Thiam, qui est prétendant, n'ont une assise à la fois politique, morale, peut-être morale compte tenu de leur ancienneté au sein de cet appareil-là, mais ils n'ont aucune ascendance politique. Peut-être intellectuelle, Serigne Mbaye Thiam, on peut quand même lui créditer d'avoir du bagou et de faire un peu montre d'intellectualisme, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, c'est quelqu'un avec qui on pourrait entretenir un dialogue contradictoire, je veux dire. Donc, il a blanchi sous le harnais, pour me résumer. Donc, mais lui, il est pour autant, son leadership est contesté. Il y a de nouvelles figures qui émergent. J'en veux pour preuve le député et président du conseil départemental de Nioro, Ali Mané, il y a Abdoulaye Wilane et d'autres, compte tenu des figures historiques qui sont à la périphérie du parti. On ne sait pas s'ils sont dedans ou pas. En l'occurrence Khalifa Sall ou Aïssata Tall Sall, même si Aïssata a pris son indépendance, mais elle est une identité qui s'est distinguée au travers des couleurs du Parti socialiste. Donc, ces partis-là sont évanescents. Leur existence est consubstantielle à celle de Benno Bokk Yakaar. Donc, ils sont arrivés à bout de souffle, ils ont atteint leurs limites objectives et il va sans dire que ce sont des partis qui mourront de leur belle mort,
comme le CDP Garabgui, on n'en entend plus parler. Donc voilà. Et il y a une nouvelle dynamique qui est en train de prendre forme et qui les coiffe au poteau. On manque de culture démocratique. Ces partis-là manquent de culture démocratique et de formation militante. Ce sont des GIE politiques, c'est des partis qui ont des logiques d'alliance qui sont articulées à des logiques d'accaparement des ressources publiques. Et donc, c'est des pouponnières de gestion de carrière plus que des cadres de formation citoyens et militants qui initient leurs militants aux problématiques du monde actuel. Quel est le parti aujourd'hui qui pose le débat, ne serait-ce que de manière interne, sur les problématiques liées aujourd'hui à la crise climatique, à la crise économique, à la crise énergétique? Donc toutes ces questions-là, avant même, bien que l'État devrait être au premier plan par rapport aux prérogatives qui sont les siennes, mais cela n'empêche pas que les partis politiques, dans leur fonctionnement et au sein de leur animation, devraient s'approprier ces débats-là afin de donner à leurs militants les rudiments intellectuels et conceptuels qui leur permettent, mais véritablement, d'engager ces sujets-là, ne serait-ce que pour leur propre gouvernement et pour leur propre conscience politique et citoyenne. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce qu'on voit le plus, ce sont des agitateurs qui savent mobiliser, distribuer de l'argent à tort et à travers, s'associer avec à des activités récréatives inutiles comme la lutte, des matchs de foot, des tournois de foot, de la distraction pure que l'on peut monnayer politiquement en termes de nombre auprès des décideurs, que ce soit les chefs de parti ou le président de la République lui-même. Troisième et dernier sujet de ce numéro de Round-up, nous allons aborder le sommet de la CEDEAO qui a été annulé parce que plusieurs chefs d'État sont divisés en fait sur le changement de régime au niveau du Mali, du Burkina et de la Guinée. Moi, je pense que la CEDEAO, elle pilote à vue. Et c'est parce qu'elle pilote à vue qu'elle se fait manipuler un peu par l'agenda français, d'une certaine manière. Le problème aujourd'hui, au niveau de la CEDEAO, le véritable problème, c'est le problème de Ouattara, avec ses supposés 46 soldats mercenaires, selon les Maliens, qui sont retenus là-bas par le gouvernement de transition malien. Ils ont essayé d'envoyer des missiles de munitions pour des conciliabules. On voit que ça traîne et les Maliens voudraient porter visiblement la chose au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies parce que la responsabilité de la France, me semble-t-il, y serait associée. Et donc, c'est une sorte de dialogue de sourds. La CEDEAO veut coûte que ces hommes-là soient libérés alors que les Maliens voudraient qu'ils soient jugés. Donc, c'est une situation plus ou moins inextricable. Et c'est ça qui explique ce problème-là. Mais le fond du problème, on sait que c'est entre le Mali et la France. C'est le Mali et la France. Et Ouattara a voulu jouer peut-être au préfet zélé et, comment dirais-je, plus royaliste que le roi vis-à-vis de l'impérialisme français. Il s'est mouillé jusqu'au cou. Il voudrait se laver à grande eau par rapport à ça et il exerce une certaine pression sur les présidents avec lesquels il s'entend, le président du Sénégal, du Togo, d'ailleurs Gnassingbé Aïdema est le médiateur sur cette question-là. On
on attend toujours qu'il nous délivre au moins un retour par rapport, depuis qu'il est impliqué sur ce dossier-là, quels sont les retours qu'il pourrait faire à l'opinion concernant la caractérisation à faire de ces hommes-là. Puisque les uns disent que c'est des militaires ivoiriens et les autres disent que ce sont des mercenaires. Lui, il est médiateur. Jusqu'ici, on n'arrive même pas à s'accorder sur le qualificatif ou l'épithète à donner à ces hommes-là. Donc, la CEDEAO vit ces derniers instants. La France est en train de perdre son précaré parce qu'elle ne veut pas ouvrir les yeux et faire avec la réalité actuelle et sortir de sa tour d'ivoire et de ses méthodes propagandistes éculées qui ne font plus recette. Et elle persiste dans cette voie-là au lieu d'écouter les peuples et de faire avec les peuples. On verra ce que ça va donner, mais en tout état de cause, moi, mon pronostic, c'est que il y a une nouvelle page qui est en train de s'écrire pour l'Afrique dans ses relations avec le reste du monde. Et c'est un moment crucial qu'il faudrait aborder avec beaucoup de gravité et avec beaucoup de responsabilité aussi, surtout du côté africain. N'est-ce pas une nouvelle page que l'Afrique veut écrire, mais avec surtout la Russie? Ce serait une grave erreur d'écrire la nouvelle page de l'Afrique avec une quelconque puissance extérieure. Il faut l'écrire avec les Africains et pour les Africains. Et c'est ça, en fait, le nœud gorgien du problème. Alors, c'était tout pour le vendredi d'aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine et on remercie beaucoup les abonnés parce que nous en avons encore de nouveaux cette semaine. Merci, c'est toujours un plaisir de me retrouver sur le plateau de la CEDIX. Merci pour les encouragements. Nous prenons bonne note aussi des remarques qui nous sont faites. J'espère que nous nous améliorerons par la grâce de vos conseils et sous l'éclairage avisé, voilà, des leçons. Qu'est-ce que je pourrais dire? Merci, à bientôt. Merci, à bientôt.